Bonjour. C'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui dans le cadre de l'émission Art et Lettres chez ICI Télévision l'écrivain Mokhtar Chaoui, originaire de la ville de Tanger en Maroc. Mokhtar Chaoui est professeur universitaire, auteur prolifique, considéré, de par son style incisif et sarcastique, parmi les écrivains les plus appréciés de sa génération. On cite parmi ses œuvres L'amour et paradis en 2019, Le couple indocile en 2019, Le silence blanc en 2015, Les trémolos de l'amour en 2015, Les chrysanthèmes du désert 2014, Moi Ramsès le chat en 2012, À mes amours tordus 2010, Permettez-moi madame de vous répudier en 2008, Refermer la nuit en 2007, un recueil de poésie. Ceci n'est pas un miroir et son dernier roman, paru en 2021. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous, Mokhtar. Merci mon cher Kamal, merci à vous, merci à tous les téléspectateurs du Canada, du Maroc et de partout. Je suis très honoré d'être avec vous. Alors c'est très apprécié justement de vous accueillir. Comme vous l'avez remarqué, j'ai tenu à citer tous vos écrits. Il y a des titres qui sont spéciaux, très originaux comme titre. Vous êtes un auteur prolifique. On va parler de cette diversité de thématiques qui caractérise justement vos œuvres. Il y a une variation intéressante justement dans le contenu, le fond et la forme. Est-ce que pour vous, ça a toujours été un souci de diversifier vos œuvres comme ça? Oui, c'est un souci, mais surtout une volonté de ne pas tomber dans la répétition. Parce que s'il y a quelque chose que je voudrais éviter, c'est justement la redondance dans la façon d'écrire les livres et dans la façon de choisir les thématiques. Je n'aime pas la redondance, je n'aime pas la répétition et je suis toujours pour le risque. C'est-à-dire que je ne veux pas être catalogué d'une telle ou telle manière. Et ce qui me pousse à chaque fois de choisir des thématiques différentes et surtout des intrigues qui ne ressemblent pas et des personnages, bien entendu, qui sont un petit peu loufoques, qui prêtent parfois à rire, mais qui ont quand même une certaine profondeur dans leur façon de voir la vie. Voilà. Parfait. Et puis, par rapport au genre littéraire que vous abordez, il y a le roman et il y a la nouvelle, mais il y a aussi la poésie. Je pense que vous avez commencé par la poésie. Refermer la nuit, et si je m'abuse, c'est le seul recueil. Peut-être il y a un autre, mais comment s'est opérée cette transition et pourquoi vous n'avez pas trop continué dans la poésie voici, merci de le montrer, Mokhtar. Pourquoi avoir fait une transition si rapide vers le roman et la nouvelle, justement? Vous savez, à chaque fois qu'on me pose cette question, je pense à une phrase de Stendhal. Stendhal disait, avant qu'il devienne le grand romancier qu'il est, disait que moi je voudrais être le plus grand poète de tous les temps. Et pour finir, il est devenu l'un des plus grands romanciers de tous les temps. Sincèrement, j'ai commencé par la poésie parce qu'il me semble que c'est un itinéraire tout à fait normal quand on est jeune. Quand j'ai commencé à écrire la poésie, j'avais une vingtaine d'années. Et donc, ça vient tout seul en quelque sorte. Mais très vite, j'ai constaté en fait que la poésie que je fais n'est pas aussi bonne que ça, parce que je lis des poètes à gauche et à droite et je me suis rendu compte en fait que ces gens-là sont de vrais poètes, alors que moi je ne fais que des vers. Et j'ai toujours dit que comme tout le monde, c'est vrai que je fais des vers, mais je ne prétends jamais être un poète. Et donc j'ai préféré arrêter. Je continue à écrire des poèmes, mais des poèmes personnels que je garde dans mon tiroir pour mon plaisir personnel, mais je n'ose pas les publier parce que j'estime que ce qu'il faut sortir au public doit avoir une certaine, je dis bien une certaine valeur et dimension littéraire. Et donc j'ai un petit peu divergé, j'ai un petit peu, comment dirais-je, j'ai pris un autre chemin qui est celui du roman et je me suis trouvé beaucoup mieux dans le roman. Et donc, j'ai continué à écrire plus la prose que la poésie. Voilà, et là, ça me permet de dire que, bon, comme vous le mentionnez, il y a une nuance, une différence entre un poète et un versificateur. Et puis, vous êtes passé au roman, et dans le roman, on trouve la poésie. Hein. Dans le roman, on trouve la plupart des genres littéraires. Ceci n'est pas un miroir, c'est votre tout dernier.
avec la couverture qu'on voit, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le mentionner, comme vous pouvez le voir sur votre écran, un monsieur qui regarde de dos et le miroir continue à le refléter justement de dos. Ça semble jouer un peu sur l'émotion ici à ce niveau, Mokhtar. Pourquoi l'idée du miroir justement? L'idée du miroir s'est imposée tout simplement parce que le vrai personnage de ce roman, c'est le miroir. Et bien entendu, l'une des choses qui a été à la source de ce roman, c'est le mythe de Narcisse. Et Narcisse, comme vous le savez bien, c'est le personnage mythique qui s'est vu dans une source, donc plus ou moins dans un miroir, et qui a été ébahi par sa propre beauté à tel point qu'il en a péri. Et j'ai fait une sorte je dirais, de comparaison entre le ruisseau ou le miroir de Narcisse avec les réseaux sociaux que je considère comme des miroirs de la société moderne. Vous le savez aussi bien que moi que maintenant, malheureusement, tout le monde se voit à travers les réseaux sociaux. C'est-à-dire on ne prend plus la peine de se regarder dans son propre miroir. Tout le monde veut justement projeter de lui sur les réseaux sociaux une image sublime, une image parfaite. Et donc, on est tombé dans l'état, si vous voulez, de vouloir devenir le Narcisse à travers les réseaux sociaux. Et donc, je me suis posé cette question. Si, par exemple, on retire ces miroirs aux gens, c'est-à-dire les miroirs des autres, si on retire tout simplement les réseaux sociaux et qu'on oblige l'homme moderne à se regarder dans son propre miroir, qu'est-ce qu'il va découvrir? Est-ce qu'il va vraiment découvrir l'image qu'il projette aux autres? Bien entendu, non. Et c'est là où il m'est venu à l'esprit la citation de Nietzsche que je mets comme épigraphe dans le roman. Lorsque vous regardez longtemps dans l'abîme, l'abîme regarde en vous. Et là, je pense que c'est une citation qui reflète plus ou moins l'esprit de ce roman. Excellent, parfait. Une pause publicitaire et on vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Notre invité d'aujourd'hui, Mokhtar Chaoui, qui nous parle du Maroc, de Tanger, pour son dernier livre. Ceci n'est pas un miroir. Restez avec nous. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, dans le cadre de Art et Lettres. Mokhtar Chaoui, un auteur du Maroc qui nous parle aujourd'hui de ce livre. Ceci n'est pas un miroir. Un livre où il y a plusieurs thématiques, mais il y a cette thématique majeure du miroir qui reste toujours une thématique fascinante. On revient vers vous, Mokhtar. On parlait justement du miroir. Vous disiez qu'il y a les réseaux sociaux qui sont là, qui modulent nos relations, qui sont présents, que l'être humain devant son miroir, il se découvre, il se dénude, mais les gens aussi accordent beaucoup d'importance à ces réseaux sociaux, disons-le clairement. Il y a aussi les noms de certains personnages, de ce personnage qui s'appelle X. Alors X, c'est le nom d'un inconnu pour moi, c'est un personnage inconnu. En mathématiques, X, c'est l'inconnu. Et on a l'impression qu'il y a une petite touche de l'absurde. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. D'ailleurs, quand on lit le roman, pour les personnes qui ont une connaissance littéraire, surtout de la littérature française et un peu mondiale, ils vont sûrement reconnaître beaucoup d'emprunts que j'ai mis, parfois explicitement, parfois implicitement dans le roman. Et il y a du Cioran dans ce roman, il y a du Kafka dans ce roman, il y a surtout du Beckett dans ce roman. Oui. Et justement, c'est une situation un peu absurde parce que on vivait depuis un an déjà, on vivait une situation absurde, une situation incompréhensible. C'est inédit le confinement. C'est-à-dire que toute la planète confinée entre quatre murs, on n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité. Donc c'est une situation à la fois incompréhensible et complètement absurde. D'ailleurs, le roman, vous l'avez déjà vu, vous avez sûrement remarqué qu'il est plus un roman surréaliste qu'un roman réaliste. Voilà. Et donc, de ce point de vue, effectivement, vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a beaucoup d'absurde dans ce roman. Très bien.
Parfait. Alors, justement, ça commence par cette personne-là qui se trouve dans un monde apocalyptique et donc, justement, au milieu des défilements, de l'action. On a l'impression aussi que la condition humaine, elle est ouvertement interpellée dans ce roman. Puis vous avez cité cette citation que j'ai trouvée fascinante aussi de Nietzsche. « Quand tu regardes longtemps, l'abîme regarde en toi ». C'est quel type de rapport que vous avez tenté de ressortir dans cette relation que l'homme entretient avec l'abîme, Mokhtar? Oui, alors je reviens au mythe de Narcisse, parce que cette citation, je l'ai associée au mythe de Narcisse. Nous le savons tous que d'après la version d'Ovide, dans son livre Les Métamorphoses, il donne la version suivante qui a été tout simplement colportée par tous les académiciens et tout le monde est d'accord là-dessus, à savoir que Narcisse est mort parce qu'il a découvert sa beauté. Parce qu'en se regardant dans le ruisseau, il a vu l'image de sa beauté, il a été fasciné par sa beauté, et donc il n'a pas pu supporter autre chose, donc il a préféré se donner la mort. Ça, c'est la version officielle. Et moi, comme je suis un peu tordu sur les bords, je me suis dit, pourquoi ne pas voir l'histoire autrement? Pourquoi ne pas voir, c'est-à-dire interpréter l'histoire d'autrement? Et à ma façon, je me suis posé la question. Et si Narcisse ne s'est pas suicidé parce qu'il a découvert sa beauté, mais il s'est suicidé parce qu'il a découvert l'abîme qu'il habitait. C'est-à-dire que lorsqu'il s'est regardé dans le ruisseau et qu'il a vu son image, il n'a pas vu son image physique, il a vu ce qu'il y a derrière cette image physique. Et de cette façon, il a vu l'abîme qui habite l'humain. Et donc, il n'a pas pu supporter cet abîme qui habite l'humain, et donc il a préféré mourir parce qu'il ne pouvait pas lui survivre. Donc, moi, je me dis tout simplement que le fait de se regarder dans le miroir, dans son propre miroir, est déjà une sorte c'est un courage. Parce qu'on a peur de se regarder dans notre propre miroir, et qu'est-ce qu'on fait? On se regarde à travers les regards des autres. On construit notre personnalité à travers ce que les autres disent de nous. Mais si à un moment donné, on peut s'arrêter en se disant, tiens, je vais m'arrêter de construire ma personnalité selon ce que dit X ou Y, et je vais me regarder, j'ai presque envie de dire, franco de port dans mon propre miroir, et voyons ce que ce miroir va me révéler. Et le personnage X, lorsqu'il va tenter cette expérience, il va comprendre en fait que ce qu'il croyait être n'est pas lui. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, oui. Je peux me tromper, ça, je crois que c'est le cas de pratiquement la majorité des humains. Alors, justement, ce personnage, il arrive dans un désert, n'est-ce pas? Il ne trouve aucun signe de vie, il trouve le silence, la tranquillité, il trouve l'apaisement, l'air frais, humide, tout ça, qui n'est pas contaminé. Là, il n'y a pas de mesures sanitaires, il n'y a pas de confinement, tout ça, c'est qui rend la vie difficile, il ne trouve pas, c'est un apaisement. Mais est-ce que vraiment, c'est ce qu'il cherchait, ce vide, ce chaos, de votre point de vue, Mokhtar? Le personnage ne cherchait pas vraiment le chaos. Le personnage fouillait une situation dramatique qu'il a créée lui-même. Je ne voudrais pas révéler la raison pour laquelle il a fouillé la ville, il a fouillé la famille, il a fouillé je dirais la civilisation, tout simplement avec l'idée première de se retrouver. On est d'accord? Il est parti dans un désert, enfin dans une sorte de no man's land, dans lequel il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de réseaux sociaux. Il n'y a pratiquement même pas d'humains, parce que l'humain, lorsqu'ils ont trouvé qu'il n'y a plus de Wi-Fi, ils sont partis ailleurs. Et il s'est retrouvé tout seul avec une vieille dame. Et donc, l'idée première pour lui, c'était de se retrouver, vraiment de se regarder dans le miroir. Simplement, lorsqu'il va commencer à se regarder dans le miroir, je précise tout simplement qu'il va habiter un petit hôtel. Dans cette chambre d'hôtel, rien n'est beau, sauf un grand miroir. Et donc, il va passer son temps à se regarder dans le miroir. Et au début, il va justement vouloir se chercher, se retrouver. Mais très vite, il va tomber dans l'attard de l'humain, à savoir, il va commencer à se sublimer. Et c'est là où intervient ce que j'ai appelé le locataire du miroir pour, en quelque sorte, l'encadrer. Pas l'encadrer, mais le recadrer plutôt, à savoir qu'il va lui dire, écoute, vous êtes venu ici pour être sincère, pour être franc avec vous-même. Si vous continuez à être le bonhomme que vous avez quitté, moi, je ne suis pas d'accord. Et c'est là où il va s'effectuer une sorte de séparation entre l'homme
et son reflet dans le miroir. Et on entre directement dans le surréalisme ici. Voilà, donc une diffusion donc, entre l'homme et son miroir, comme vous dites. Encore une fois, une pause et on revient dans les prochaines minutes avec notre invité d'aujourd'hui, Mokhtar Chaoui. Restez avec nous, mesdames et messieurs. De retour avec vous, mesdames et messieurs, on parle de ce récit fascinant. Ceci n'est pas un miroir de Mokhtar Chaoui qui nous parle du Maroc. Alors, Mokhtar, j'enchaîne avec ce vieillard rencontré par le personnage. Je vous cite ce passage, page 177. Je ne voulais pas être impoli, mais entendre quelqu'un dire qu'il fait la mort me fait toujours rire. Comment fuir quelque chose qui naît avec nous, qui est en nous? La mort est le verso de la vie. Elle ne nous quitte jamais. Elle sommeille en nous et un jour, elle se réveille. C'est une vision très métaphysique de la mort. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Oui, on peut le dire comme ça. Et ça vient d'une citation que j'ai intégrée dans le livre et qui m'a toujours intrigué et qui est la suivante. L'homme sommeille, quand il meurt, il se réveille. C'est une citation que j'ai entendue quand j'étais très jeune et elle m'a toujours interpellé à tel point que maintenant, après des années et des années, je l'intègre dans un de mes romans. Moi, je pense, enfin, tout le monde peut penser ce qu'il veut de la mort, mais moi, je pense que la mort et la vie, c'est tout simplement deux versions de la même chose. Hein. C'est-à-dire avec la mort, seule l'existence s'arrête, mais la vie continue ailleurs. Mais la vie continue ailleurs quelque part. Voilà, quelque part, pas forcément dans l'enfer ou dans le paradis, selon les versions des religions, mais quelque part. Il me semble qu'il y a une âme qui est emprisonnée dans un corps, et je pense que c'est ça le châtiment. Le péché originel, selon la version judéo-chrétienne, justement, il faut expier la faute originelle. Et le fait d'expier la faute originelle, pour moi, c'est lorsque le bon Dieu a décidé de mettre l'âme dans le corps. Ça veut dire l'emprisonner dans le corps. Donc mourir, c'est tout simplement... Voilà, mourir, c'est se libérer pour moi. Voilà. Donc la mort, c'est une liberté, une libération. Si vous le voulez bien, Mokhtar, je vous invite à partager avec nous un extrait, mettre au parfum les téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent au Canada. Donc un extrait de votre passage. Il y a beaucoup de très beaux extraits, peut-être sur... je vous laisse le choix, peut-être sur l'amour ou sur... C'est à vous. Je vais prendre un extrait, une sorte de discussion entre justement le personnage X et le vieillard, et qui reflète un petit peu l'atmosphère de ce roman. Alors ça commence ainsi. Hein. Justement, il y a la mort dans ce passage. Si toi, tu es venu ici pour fuir la mort, moi, j'y suis pour l'apprivoiser. Arrêtez, je vous prie, ne me parlez pas encore de la mort. Pourquoi? Tu n'aimes pas la mort? Il ne t'excite pas la mort? Tu as tressailli sur place. Un froid glacial a traversé ton dos et s'est installé dans ton cœur. Le vieillard ne t'a pas laissé le temps de riposter et a continué. Nous sommes tous des meurtriers potentiels. C'est juste les motifs qui nous manquent, ou la lâcheté qui nous arrête, ou la peur du châtiment qui nous dissuade. Mais le vrai meurtrier, l'artiste meurtrier, c'est celui qui tue sans raison, sans motif, celui qui commet l'acte gratuit, le meurtre pour le meurtre. Tu comprends? Et vous avez déjà commis l'acte gratuit, vous? J'aurais aimé, oh oui, j'aurais aimé, mais j'étais lâche. Vous voulez dire que vous auriez aimé tuer quelqu'un? Plutôt quelqu'une. Tu as compris que le bonhomme avait souffert un chagrin d'amour. Seuls les chagrins d'amour poussent les hommes à tuer les quelques-unes. Tu as risqué la question. Puis-je savoir qui? Mais volontiers, mon ami, volontiers. Il aspira une bonne dose de nicotine et lâcha « Ma première femme ». Tu as tressailli de nouveau. Tu étais le seul à savoir pourquoi. Lui aussi peut-être, mais il n'a rien laissé paraître. Tu as faim de la surprise et tu t'es exclamé « Ta femme ». Oui, ma femme, ça te surprend? Un peu, oui, un peu beaucoup même. Il a rigolé à gorge déployée et a répondu entre deux hoquets « T'es puceau ou tu le fais exprès ?» Je ne suis ni puceau, ni le fais exprès. Je veux juste comprendre. Alors, sache qu'il y a deux types de femmes. Celle pour laquelle on donne sa vie et celle dont on souhaite ôter la vie. Cette fois-ci,
c'est toi qui t'es esclaffé. Il y avait longtemps, si longtemps que tu n'avais pas ri avec franchise et bonheur. Tu en as remercié le vieux qui t'a demandé, non sans une certaine malice, et la tienne, elle est de quel type? Mais qui vous dit que je suis marié? Nous le sommes tous, même lorsqu'on est célibataire. En chacun de nous, il y a une femme. Certaines réussissent à la rencontrer, d'autres passent leur existence à la chercher. Le drame, c'est qu'on rencontre le plus souvent les femmes destinées aux autres. On les épouse et on bâtit joyeusement leur malheur et le nôtre. Alors, Voilà, il y a une magnifique touche de philosophie. Elle est incontestable là-dessus, avec beaucoup de moralité. Il va s'acharner sur son miroir à la fin. Il va essayer de le tuer, il va essayer de tuer lui-même. On dirait que cet anti-héros se transforme en héros dans les réseaux sociaux. Hein? Oui, on peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça. Mais j'espère qu'il ne deviendra pas un mentor, parce que c'est un anti-héros qui est, j'ai presque envie de dire, négatif. Parce qu'il y a des anti-héros positifs, celui-là, il est négatif. Il n'a pas la positivité voilà. Voulue. Ceci n'est pas un miroir de Mokhtar Chaoui. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez voir la couverture sur votre écran. Il reste quelques secondes, mais j'aimerais vous interpeller sur cette question. Oui. Moi, j'admire votre attitude sur une question sur la littérature marocaine. Ce n'est pas un parti pris, mais il faut être objectif et le dire. Le regard que vous portez sur la littérature marocaine d'expression française au Maroc, pensez-vous qu'il y a des critiques littéraires à ce niveau? Comment est-ce que vous voyez ce regard, Mokhtar Chaoui, votre perception justement? J'ai envie de répondre par une phrase qui a été prononcée par un critique littéraire du XVIe au XVIIe siècle. Je me rappelle plus son nom, je suis désolé, mais sa phrase m'est toujours restée. Il a dit ceci: en France, il y a beaucoup de critiques, mais il n'y a pas la critique. Eh bien, j'ai envie de dire, au Maroc, il y a beaucoup de critiques, mais il n'y a pas la critique. Vous avez compris. Donc, vous calquez cette citation. Parce que tout le monde critique, tout le monde donne son avis, mais un vrai critique littéraire, qui normalement doit être beaucoup, beaucoup plus savant que l'écrivain lui-même, je suis désolé de le dire, il n'y en a pas. Alors voilà, et comme dit... est caché quelque part. Et comme dit un anonyme, ne dépense pas de mots si un seul le suffit. C'était un plaisir de vous avoir reçu, Mokhtar Chaoui, dans le cadre de Arts et Lettres. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je vous souhaite beaucoup de succès, donc une belle promotion pour ce livre et merci encore. Merci de votre continuel intérêt, continuelle fidélité, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Portez-vous bien. À la prochaine.